Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Nous allons passer cet entretien sur Félix Moumié avec l'auteur du livre Le nationalisme camerounais, Histoire des luttes de libération nationale au Cameroun 1840-1971. Bonjour Dr Etienne Seni. Bonjour. Merci infiniment d'accepter l'invitation de Wafrica TV. C'est moi qui vous remercie aussi de cette opportunité. Merci une fois de plus, après avoir passé un entretien avec nous sur le dernier, c'était Ernest Wandier, de venir, il y a Robin Oumniobé, voilà, de venir échanger avec nous sur Félix Roland Moumié, je crois que c'est bien ça. Oui. 62 ans après, en réalité. Je vais vous poser tout naïvement une question. Si on vous demandait qui est Félix Roland Moumié, que direz-vous? Bon, Félix Roland Moumié, c'était un des grands nationalistes du Cameroun, un des grands combattants du colonialisme français au Cameroun, et partant en Afrique, puisqu'il a commencé son parcours dans les cercles anticolonialistes en Afrique. Donc, il est d'origine, il est du Noun. Et voilà, médecin, il était médecin dans la fonction publique, voilà. Oui. Ses activités politiques vont finir par le fait qu'il laisse son travail pour se consacrer à la lutte pour la libération de son pays. Qui a épousé Marc Ekemeyon, avec qui ils ont eu quelques enfants. Voilà, donc, il a été aussi, une précision, le plus jeune président de l'UPC. Après Robin Oumniobé, après la mort de Robin Oumniobé. Non, en 1952, oui. Il est élu président de l'UPC en son absence. Ah, d'accord. Je crois que c'est au congrès de Tchang ou des ECA, si j'ai bon souvenir. Et en 1950, il est vice-président de l'UPC. 2 ans plus tard, il passe président de l'UPC. Il est élu en son absence, comme je l'ai dit, à l'âge de 27 ans. Voilà. L'âge où, de nos jours, si les gens sont encore des gamins, sont encore sous les draps à la maison. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'était le secrétaire général qui gérait l'UPC, jusqu'à Robin Oumniobé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'UPC a toujours eu un président voilà, parce qu'on présente Robin Oumniobé comme le secrétaire général de l'UPC. Oui, j'ai dit ça la dernière fois dans mon entretien sur Robin Oumniobé. Oui. Parce que l'UPC, il faut bien le voir, l'UPC est un parti d'obédience marxiste, oui. C'est-à-dire d'inspiration marxiste. Oui. Pour ne pas dire communiste, parce que l'UPC n'était pas communiste, il ne faut pas le dire. Mais marxisme, c'est le système idéologique. Parce que c'est les pères spirituels de l'UPC sont les communistes français. Venus au Cameroun, donc Gaston Donat, c'est le père spirituel de l'UPC qui va poser les bases de la naissance du parti. Les Oumniobé vont seulement venir rendre ça concret. Donc, c'est un parti d'obédience marxiste. Et dans les partis d'obédience marxiste, il y a un président, certes, mais celui qui a le pouvoir, c'est le secrétaire général. Tout à fait. Vous voyez, en Chine, le président de la Chine, et tout ça là, mais il est le secrétaire général du Parti communiste. Très bien, oui. C'est à ce titre qu'il passe président de la République. Oui. Donc, il est le plus puissant dans les partis, dans ces partis-là. Donc, celui qui occupe le poste de secrétaire général, c'est lui qui a le pouvoir dans le parti. Et il supplace le président, en fait. Donc, c'est quand Oumniobé va mourir que l'aura de Moumié va prendre la scène. Parce qu'il n'y aura plus de secrétaire général de son acabit dans la dimension de Oumniobé. Moumié va donc prendre la direction totale du parti. Ce poste va carrément disparaître des décennies pendant très longtemps. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu un secrétaire général de la lutte de Oumniobé. Donc, voilà. Moumié va prendre la tête de la lutte après la mort de Robin Oumniobé en 1958. Et il va continuer jusqu'à 1960 où il sera assassiné. J'ai bien envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour que le médecin rentre en politique? Bon, la politique est ouverte à tout individu, à tout citoyen. Oui. Si vous sentez... quelquefois, il y a un déclic. Il y a un déclic. Oui, voilà. C'était le vent d'indépendance qui soufflait sur l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un vent d'indépendance qui soufflait sur l'Afrique. Et les jeunes cadres, les jeunes fonctionnaires, les jeunes intellectuels de son acabit à l'époque ont pensé que non, il est temps qu'ils prennent en main leur pays, qu'il est temps que le colonisateur parte pour qu'ils prennent leur pays en charge et dirigent eux-mêmes le pays. Voilà, c'est dans cette mouvance-là que
que Moumié rejoint les rangs de l'UPC. Il rejoint ce vent anticolonialiste. Il y avait deux vents. Les gens anticolonialistes qui voulaient que le colonisateur parte, mais il y avait aussi la deuxième idéologie, ceux qui ne voulaient pas que Blanc parte, oui, mais qui s'alignaient derrière la position du colonisateur. Le colonisateur ne voulait pas partir. Bon, eux, ils ont préféré se mettre du côté du colonisateur et dire, si vous dites, nous aussi, on ne veut pas, nous, que le Blanc parte. Ah, donc, ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas, en fait, ils ne voulaient pas déplaire au colonisateur. Dire le colonisateur parti et être fiché et classé comme un anti-français ou un anti-impérialiste. C'était un peu ça. Donc, c'est dans cette mouvance-là que Moumié va entrer en politique. L'amour de son pays, vouloir que son pays soit indépendant. Voilà, c'est dans ce contexte-là. Parlons un peu de sa jeunesse. 1925-1960, 3 novembre 1960 précisément, la date de son décès ou de son assassinat. Pas de l'assassinat, parce qu'après le poison, c'est 2 semaines après, je crois qu'il décède, après être à l'hôpital. Après avoir été à l'hôpital. C'est un assassinat. Si on vous empoisonne, c'est un assassinat. D'accord. Donc, 35 ans. Et nous avons remarqué dans les autres entretiens que les nationalistes sont relativement jeunes. Oui, oui, oui. Ils ont entre 35, 45 et au plus 50 ans. Le plus âgé, c'est peut-être Ernest Ouandié, qui aurait vécu un peu. Il a vécu un peu, voilà. Comment est-ce que vous interprétez cela? Oui, leur jeunesse s'explique par le contexte de l'époque. À cette époque-là, l'école, on allait difficilement à l'école. Dans les familles, c'est les enfants qu'on n'aimait pas qu'on envoyait à l'école parce qu'on estimait que c'est quelque chose qui dérange. Voilà pourquoi beaucoup auront leur CEP, le premier diplôme de l'enseignement primaire, autour de 20 ans. Que les gens avaient le CEP, 20 ans, 17 ans, 22 ans, 23 ans. CEPE. Voilà, CEPE. Le CEPE qu'on a aujourd'hui, que les enfants aujourd'hui... Voilà, que les enfants aujourd'hui ont à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Bon, eux, ils avaient ça autour de 20 ans. Et quand vous avez ça à l'époque, vous étiez à des cadres. Hein, l'État vous récupérait pour venir commencer à administrer le pays. Donc voilà comment tous ceux qui avaient une petite formation, savoir lire et écrire, maîtriser un peu quelque chose, une petite formation, c'était terminé, il pouvait déjà être récupéré par l'État pour servir le pays. Voilà pourquoi, voilà ce qui explique leur jeunesse, pour le contexte là. Mais est-ce que la jeunesse suffit? Mais il y a aussi le courage. Hein? Le contexte est politique, mais il y a aussi le courage qu'ils avaient, la force qu'ils avaient, parce que tous les jeunes aussi n'avaient pas choisi ce chemin. Oui. Il y en a qui avaient refusé, qui ont fui, voilà. Mais il faut être courageux pour le faire aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut expliquer que l'échec de ce nationalisme-là est peut-être lié à la jeunesse? Oui, oui. C'est une hypothèse qui est sérieuse qu'il faut examiner. Oui. Parce que leur jeunesse a joué. Ils avaient en face d'eux des grands responsables qui ont fait sciences politiques. Oui. En face d'eux, les Mesmer, les Pré, qui avaient une carrière dans la lutte anticolonialiste, qui savaient comment réprimer les mouvements révolutionnaires, qui savaient comment, voilà. Eux, ils étaient là jeunes, ils avaient encore l'idéalisme de la jeunesse. Vous savez, quand les jeunes, ils se voient le monde, voilà, le beau, voilà. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va pousser à... C'est une erreur d'analyse de la réalité. Parce que quand vous faites la politique, vous essayez d'analyser le monde dans lequel vous êtes. Vous portez des jugements qui vont déterminer vos actions. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de telle organisation? Il faut que vous donniez réponse à cette question-là. Oui. Est-ce que c'est une organisation qui est vraiment une organisation qui va vous aider dans la défense de vos intérêts, ou bien c'est une organisation qui est faussement neutre? Ils se sont, par exemple, trompés sur l'ONU. Sur l'ONU, par exemple, Oumniobé va constater bien tard que l'ONU est colonialiste. Il va le dire, il va s'exclamer, l'ONU aussi est colonialiste. Il ne savait pas, il n'avait pas imaginé que ça pouvait être possible qu'une organisation nouvellement créée qui prône partout la liberté, les droits de l'homme partout. Jusqu'aujourd'hui, l'ONU prône cela. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu ce que l'ONU a fait dans le monde, les guerres, c'est par là, les interventions. Au Congo, par exemple, on a vu ce que l'ONU a fait dans la mort de Lumumba. Comment l'ONU est venue carrément soutenir le camp de Mobutu contre Lumumba. Donc, il ne savait pas ça. Et pour le cas de Moumié, on va le voir plus tard en Suisse, il croyait aussi qu'elle était effectivement neutre. Alors c'est peut-être pour ça qu'il choisit ce pays, pour se réfugier. Pour se réfugier et pour parler librement, croyant qu'il voilà, non.
C'était aussi une erreur. On présente Félix Moumié comme le visage extérieur du nationalisme camerounais. Oui, parce que c'est lui qui va faire connaître la lutte à l'étranger. Parce que quand en 1955, la répression s'abat sur l'UPC, en mai 1955, Oum va se réfugier dans sa région d'origine, en Sanaga-Maritime. Moumié, Wandje, Abel King vont se retrouver, vont fuir dans le Cameroun anglais, du côté de la zone anglophone. Même là-bas, ils seront pourchassés parce que la France va intervenir, va un peu faire un lobbying pour que l'Angleterre puisse les chasser de ce côté-là. Et ils vont quitter, aller en Guinée, aller tantôt en Égypte, tantôt voilà, dans d'autres pays voisins pour faire parler de la lutte à l'étranger. Oui. Moumié a passé plus de temps à lutter à l'extérieur qu'au Cameroun. Voilà. Oui. Maintenant, c'est quand Moumié est tué que Wandje décide de rentrer au Cameroun en 1961 pour maintenant faire la lutte au plan intérieur. Parce que diriger une lutte depuis l'étranger, c'est pas facile. S'il n'y a pas déjà un grand leader à l'intérieur qui peut être plus proche des combattants pour vivre avec eux. Vous savez aussi, par exemple, que Che Guevara avait dans la politique de Castro de ce qu'il avait appelé l'exportation de la révolution, c'est-à-dire aller à travers le monde, aider tous les mouvements de libération qu'il y a dans le monde. C'est dans cette optique que Che Guevara se retrouve au Congo pour aider les combattants qui luttaient contre Mobutu dans la rébellion qu'il y avait au Congo. Voilà, il s'est retrouvé là-bas. Mais c'est après qu'on l'a dit non, il faut qu'il parte. Parce que s'il meurt ici, ils vont dire que c'est lui qui est venu nous tuer. Et puis, il est parti sans dire à Castro. Voilà comment il va rentrer. Donc, il y a toujours cet aspect-là de l'étranger. On peut se trouver, on peut lutter, on se retrouve dans son pays, mais après on se retrouve à l'extérieur. Voilà. On a vu ce qui arrive avec le leader tchadien, le leader d'opposition tchadien qui a disparu après les manifestations d'il y a 2 semaines. On ne sait pas où il se trouve. Voilà. On est obligé de fuir quelquefois. Tout à fait, oui, tout à fait. Même Ernest Wandje, quand il est arrêté ici, il cherchait à sortir. Il cherchait un moyen pour sortir. Quand c'est dur, à l'intérieur, il faut sortir. Il faut pas... Parce que quand vous mourrez, vous ne servez pas la cause que vous défendez. Votre mort ne sert pas. Mais si vous êtes vivant, même si vous n'avez pas gagné, le fait que vous soyez vivant est un espoir. Voilà pourquoi les États ou les mouvements qui combattent les résistants cherchent à tuer le leader. Parce qu'ils savent qu'en tuant le leader, ça va décourager beaucoup. Oui. Beaucoup de combattants qui vont baisser les bras. Mais tant que le leader est vivant, même s'il est en prison, la lutte va continuer. C'est le cas de Mandela. Mandela fait verser dans la prison, mais le fait qu'on savait qu'il est encore vivant, ça a maintenu les combattants et l'ANC dans un esprit combatif. J'ai bien envie de vous demander, qu'est-ce qu'un leader pour les téléspectateurs qui nous regardent? Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est... Sur le plan de combattant de la liberté, parce qu'on peut avoir des leaders dans tous les domaines de la vie, mais maintenant, sur le plan de la quête de la liberté, quel est le profil d'un bon leader? Voilà, le profil d'un bon leader, voilà, c'est plutôt la bonne question là-bas. C'est leader, tout le monde sait que le leader, c'est le chef. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'un bon leader? Ça, c'est une très bonne question. Et ça permet de comprendre de nos jours-ci comment les gens se lancent dans les mouvements politiques et puis se font battre à plate couture et puis sont détonnés. Un bon leader, c'est d'abord celui qui, quand vous engagez en politique, mettez comme première hypothèse, je peux mourir à tout moment. Et vous l'acceptez. Dans l'ANC, quand l'ANC recrutait les combattants de sa branche armée, dès qu'on te recrute, on te dit que tu acceptes de mourir là. Sache que comme tu parles là, tu peux mourir. Il dit oui, il est recruté. Donc quand un leader accepte déjà, même s'il meurt, ce n'est pas un problème. Les bases sont données. Parce que le sacrifice suprême, c'est quoi? C'est la mort. Voilà. Maintenant, un bon leader, c'est un bon organisateur qui sait organiser les gens. Un bon leader, c'est celui qui prend des bonnes décisions. C'est-à-dire que quand il dit faisons ça, on fait et on voit comment l'efficacité. Est-ce qu'il prend, parce que là on peut discuter, est-ce qu'il prend la décision en fonction de son intuition ou alors il prend la décision parce qu'il a un conseil bien établi qu'il consulte avant? Le bon leader même,
Là, on juge le bon leader, c'est plus les décisions qu'il prend de manière intuitive. Les gens sont plus étonnés par rapport à ça que lorsque vous êtes concerté, les gens vont dire fais ça, fais ça. Mais quand vous avez de façon intuitive, vous vous levez un matin, vous dites, les gens sont plus admiratifs de votre truc. Et aussi, il y a un autre facteur sur un leader, le charisme. Le charisme est un facteur déterminant en politique. Regardez-vous prendre le cas de Hitler en Allemagne. Est-ce que vous savez que tout ce que Hitler a fait là comme désastre pendant la guerre, c'était écrit dans son livre? Comment se fait-il que les Allemands qui ont eu ce livre, Mein Kampf s'est vendu à 12 millions d'exemplaires. 12 millions d'Allemands ont eu en leur possession le livre Mein Kampf. Comment n'ont-ils pas pu voir? On appelle ça les effets du charisme. Parce que quand un homme charismatique se met devant vous, votre capacité de jugement s'éteint, votre capacité de critique. Tout ce qu'il dit, vous dites oui, 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 oui. Goebbels l'avait dit, qu'il est amoureux d'Adolf Hitler. Les Rudolf Hess, qui étaient ses principaux collaborateurs, étaient des gens qui étaient tombés amoureux dès le premier regard qu'ils ont posé sur lui. C'est ça le charisme. Du coup, on peut avoir l'impression que nos leaders, camerounais notamment, je ne sais pas si c'est la lecture que vous en faites, n'ont pas suffisamment mûri pour pouvoir porter une cause jusqu'à sa fin. On peut le dire, parce que quand on se rend compte qu'il y a une question qui se dégage, les leaders politiques du Cameroun se lèvent, créent des organisations pour dire qu'ils veulent implémenter un changement. Depuis des décennies, le pouvoir est toujours là. Le pouvoir en place est toujours là. Ça prouve que c'est lui le plus fort. Parce qu'en politique, quand vous réussissez à vous maintenir alors qu'on vous combat, ça veut dire que c'est vous le plus fort. Donc si le chef d'État actuel est tout là, ça veut dire que c'est lui le plus fort. Il a battu ses concurrents. Pourquoi donc depuis des décennies, il n'arrive pas? C'est la question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce qui ne va pas alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, les gens parviennent à... Ça bouge. Voilà, ça bouge. Ça veut dire que celui qui est là, en place, est le plus fort, c'est le meilleur stratège, c'est lui qui parvient à... Or, les opposants, bon, ils se plaignent le plus. On nous fait ci, on nous fait ça, mais on ne vous fait que ce qu'on doit vous faire. Vous, à leur place, vous allez faire pareil demain si demain vous prenez le pouvoir. Quand vous êtes de l'autre côté, vos idées changent. Hein. Je me souviens de Laurent Gbagbo, une interview où il disait ça. Il disait que depuis qu'il est au pouvoir, maintenant, il comprend certaines décisions de Houphouët-Boigny qu'il combattait. Vous voyez? Donc, quand vous tirez trop sur le pouvoir, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas de ne pas tirer, mais je dis que il faut comprendre au lieu de tout le temps dénoncer. C'est pour ça que nous, les scientifiques, on a ce rôle-là de neutralité, de permettre que les gens voient les choses avec lucidité. Hein? Quand vous avez le pouvoir, vous avez une tendance naturelle à le conserver. C'est instinctif, c'est tout à fait naturel. Maintenant, s'il n'y a pas un appareillage institutionnel, un système pour vous empêcher de rester pour toujours, vous allez rester pour toujours. C'est un rapport de force. Dr Seignou, 62 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de Félix Moumié? Félix Moumié, un grand nationaliste. C'est-à-dire que vous entrez dans une salle de classe, vous voulez enseigner Félix Moumié aux enfants, qu'est-ce que vous leur dites? Que c'est un grand nationaliste, un modèle. D'ailleurs, il est héros national au Cameroun. C'est d'ailleurs un modèle à suivre. 1991. Voilà, oui. L'amour du pays. Il faut aimer son pays jusqu'au sacrifice suprême. Parce qu'il meurt empoisonné à Genève, en Suisse, par un service secret. On va finir par là. Voilà. Donc, c'est un exemple à suivre sur l'amour du pays. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, dilapidation des fonds publics, tout ce qui se passe, le pays, les gens, chacun fait n'importe quoi, les gens font ce qu'ils veulent. On se demande, même le chef d'État parfois prêche la conscience, le patriotisme, que les Camerounais aient un peu plus de patriotisme dans leurs actions. Les gens font comme si ils ne dirigent pas un pays, ils ne sont pas dans un pays. Comme si c'est la chose privée, comme si et encore que même la chose privée, on la gère aussi un peu d'une certaine façon, parce que vous avez aussi des enfants qui vont continuer à gérer votre patrimoine. Donc, la conscience nationale prime sur tous les autres intérêts. Il faut penser au pays. Eux, ils ont pensé au pays. Ils ont dit non, jusqu'à donner leur vie exprès. Parce que, pour le cas d'Oumniobé, la France était prête à tout donner à Oumniobé s'il acceptait simplement de retourner sa veste. C'est-à-dire d'être un faux nationaliste. Et voilà, un peu comme on a fait, comme on a retourné aussi Houphouët. Eux, les gens ne le savent pas. Houphouët a été un anticolonialiste à ses débuts. C'est juste que pendant la lutte, il a organisé un mouvement qui était interdit. Et on l'a arrêté, les procédures judiciaires contre lui. On l'a dit, bon, ou tu viens dans notre camp, ou on te fout en prison et c'est fini, ta carrière est finie. Bon,
il a retourné sa vie, il préfère maintenant servir la France. Voilà ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut aimer son pays. Ce sont des modèles. On ne dit pas d'entrer dans la violence, on ne dit pas d'aller... Non. Aimer son pays veut dire savoir que telle chose, la corruption, c'est pas bien. Il paraît que Moumié fait partie de l'aile violente de l'UPC. Effectivement, Moumié fait partie de l'aile dure, si on peut dire. Oui. Lui, il y a Moumié, il y a Wandje et il y a Belkinge. Oui. Voilà les trois, et l'aile dure. L'aile modérée, c'est Oumniobel, c'est le seul d'ailleurs, dans le comité restreint des décisionnaires de l'UPC, c'était le seul. Et c'est ça qui va faire que la lutte armée va être retardée. Et au moment où ils vont lancer la lutte armée, ce serait trop tard et ils ne seraient même pas préparés. Et ça va jouer sur le reste de la lutte armée plus tard. Parce que quand l'ennemi, ou alors, je ne sais pas si on ne peut pas dire l'ennemi, l'adversaire qui était la France, se rend compte que ce mouvement-ci ne veut pas accepter les conditions qu'on veut donner, alors on va le réprimer par la force. La France prendra les mesures pour empêcher que la lutte armée du côté de l'UPC puisse prospérer, encadrant le territoire, en empêchant tout, voilà. Et au moment où l'UPC entre en guerre, c'était plus, on ne pouvait plus avoir facilement les armes et tout. Docteur Senou, quand on lit quand même le combat de nos nationalistes, on dit, bon voilà, ils ont aimé leur pays. Bon, maintenant, est-ce qu'il y avait une philosophie derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une vision du monde qu'ils veulent donner? Ou alors, quelquefois, quand on veut leur donner une dimension idéologique, on dit par exemple qu'ils sont marxistes. Maintenant, sur le plan intérieur, c'est pour ça que je posais la question précédente. Qu'est-ce qu'on peut enseigner aux enfants? Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur démarche? Voilà. L'UPC avait une idéologie politique. Le nationalisme radical et l'anticolonialisme. Nationalisme radical. Ernest Wandje le dit dans un entretien qu'il a avec un journaliste après la mort de Moumié. Il dit que nous, ce nationalisme radical, quand nous demandons la fin de la colonisation, c'est une indépendance totale que nous réclamons. Voilà. On ne veut pas une partie d'indépendance, on veut l'indépendance totale pour partir du territoire. L'anticolonialisme, c'est-à-dire qu'ils sont contre la présence des colons chez nous, contre le système colonial implémenté chez nous. Et c'est ça qui va faire que Moumié va être un anti-français, profondément anti-français. Pas parce qu'il déteste les Français en tant que personne, en tant que citoyen. Ils combattent leur méthode. Voilà, le système qu'ils font ici. Les injustices, le travail forcé, les inégalités, le racisme et tout ça là, c'est ça qui va accroître le sentiment anti-français de Moumié. Et il sera connu par les Français, fiché par les Français comme un anti-français, plus même que les autres leaders de l'UPC. Voilà, c'était un peu ça. Et maintenant, et pourquoi, il y a aussi une question qui naît quand on étudie ces nationalistes, c'est que pourquoi la résistance a été aussi tenace et la répression acharnée au Cameroun. La répression française a été acharnée, en même temps la résistance camerounaise a été tenace. On n'était pas une colonie de la France. On n'était pas une colonie de la France. Voilà pourquoi les mouvements nationalistes au Cameroun vont dire non, pourquoi la France nous traite comme les autres colonies? Non, on ne doit pas nous traiter comme les autres. Nous sommes un territoire sous tutelle. La France pouvait faire ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire, au Tchad et tout ça, c'était ses colonies. Mais nous, on était un territoire qui appartenait à l'ONU et à la SDN. Et ces organisations avaient confié le territoire à la France et à l'Angleterre pour administrer, certes, mais préparer à l'indépendance. Donc on devait être indépendant même avant les autres territoires. C'est-à-dire, même avant la Guinée, même avant, on devait être depuis. Même pendant la période de la SDN, on devait être indépendant. Parce que quand l'animal est chassé du Cameroun, le Cameroun devient un territoire neutre qui n'appartient à personne. Après la Première Guerre mondiale. Voilà. Le Cameroun et le Togo. Oui, voilà. Pendant la Première Guerre mondiale, oui. Le Cameroun et le Togo. Voilà, quand ils sont chassés, l'Allemagne a chassé ces territoires-là, le Cameroun devient un territoire neutre qui n'appartient à aucune puissance colonisatrice. Il fallait juste former un gouvernement d'union nationale entre les ressortissants du Cameroun pour créer un État. C'est ce qu'il fallait. Et ce que la SDN avait confié comme mission à ces puissances-là. Mais elles sont venues faire le contraire, elles sont venues coloniser le territoire. Voilà pourquoi donc le sentiment anticolonialiste et nationaliste va être très poussé au point d'arriver à une guerre.
Qu'est-ce qui fait que la guerre naît entre deux partis en lutte? C'est l'absence, c'est le radicalisme. Autant l'UPC était radical dans ses réclamations, autant la France était radicale dans ses méthodes. Et pourquoi la France était radicale? Ça s'explique. La France a subi une défaite en Indochine. La guerre commençait en 1954 en Algérie. Et un nouveau front allait bientôt s'ouvrir au Cameroun. Oui. Et encore par qui? Par des nègres. Parce que il faut bien comprendre que les impérialistes nous distinguent, ils nous classent. Quand on dit Afrique noire, ils savent qu'il y a deux Afriques. Les blancs qui sont en haut dans le nord et nous les noirs. Qui sont quand même blancs. Voilà, ils sont quand même blancs en fait. Voilà. Si classe, voilà, nous sommes en bas en fait. Donc ça c'est l'idéologie, hein, dans l'idéologie impérialiste. De la race. Voilà, de la race tout à fait. Et ils nous traitent de façon impitoyable. Vous voyez ce qu'on a fait ici. C'est vrai qu'ils ont fait la même chose en Algérie, pratiquement la même chose. Mais ils sont pas allés... On peut même voir la différence tout simplement sur le fait que la guerre d'Algérie est relativement reconnue. Celle du Cameroun est ignorée. Ignorée, effectivement. Oui, effectivement. Nous ne sommes rien. Nous sommes rien, en fait. Bon, terminons en parlant de l'assassinat de Félix Moumié. Et peut-être en essayant peut-être pas de donner une leçon aux leaders. Il paraît que Félix Moumié était un coureur de jupons. Oui, selon des sources que j'ai eues, vous savez, quand on combat un leader de son acabit, on sonde ses faiblesses. On cherche quelles sont les choses qu'il aime. Et on a vu que, bon, il a une tendance à aimer les femmes, voilà. Et quand il va arriver à Genève, il va tomber sur une femme, une jolie brunette, qui va... Et après, on va se rendre compte que c'était un agent de service secret. Lui ne savait pas. Et même Bechtel, qui se présente comme un journaliste... William Bechtel. Il n'a même pas soupçonné. Mais ça se fait tout partie de la jeunesse, comme je disais. C'est-à-dire que quand vous êtes un leader de son acabit, recherché, vous combattez le système colonial, vous devez faire attention à tout le monde, même dans votre propre famille. On peut vous atteindre, passer par exemple pour vous atteindre, vous devez faire attention. Vous savez que Ben Laden, par exemple, on l'a recherché pendant 10 ans, les Américains l'ont recherché pendant 10 ans avant de pouvoir l'abattre. On l'a même pas abattu, on l'a battu avec les drones. C'était pas qu'on est venu là, on l'a arrêté, non. On l'a relocalisé avec les radars. Vous voyez, c'était pas facile d'arriver à lui. Mais est-ce que c'est facile de se cacher à l'étranger? Bon, mais on peut se demander, bon, pourquoi ce voyage là-bas? Pourquoi il pouvait envoyer des émissaires? Il se met quelque part, il se cache, il donne les commandements, il dirige les opérations. C'est ce que font beaucoup de leaders. Le général Massoud, les Ben Laden, c'est ce qu'il faisait. Il se cachait quelque part, il donnait les ordres. Donc il va arriver, et vous savez que le milieu des journalistes, c'est un milieu infiltré d'espions. Le milieu journaliste, dans tous les pays, c'est comme ça. C'est pas seulement, il s'est fait passer pour un journaliste. Il est venu. Et même si, supposons même qu'il recevait ce journaliste-là. Mais il n'était pas obligé de boire avec lui. Il pouvait parler, mais sans boire. Parce que tu peux t'imaginer que, bon, voilà, on peut mettre quelque chose dans mon verre, tant que tu n'es pas dans un milieu qui est ton milieu, tu dois faire attention. On peut dire qu'il n'a pas été prudent. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je peux dire que ça a été une mort, je peux dire gratuite, mais on ne peut pas tirer sur lui pour ça. C'est juste des leçons qu'il faut tirer pour que ceux qui demain voudraient continuer cette lutte, qui voudraient faire ça, sachent qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit enterré à Conakry? Oui, c'était le président Sékou Touré était un anti-français et c'est le seul pays qui recevait les mouvements qui étaient contre les Français, les nationalistes qui étaient contre la France. Il vivait à Conakry, Sékou Touré était un anti-français. Vous savez qu'il a dit non en 1958 et la Guinée a eu son indépendance. Et il a été l'ennemi à battre de la France, du gouvernement français, de Gaulle. De Gaulle, oui. Voilà. On a monté des coups contre lui au point où il est devenu paranoïa. Il suspectait tout le monde autour de lui. Et c'est ça, quand il parlait de sécurité, il a renforcé son système de sécurité. Les Français ont fait plusieurs coups, on n'a pas pu l'atteindre. Voilà pourquoi il dit qu'on a pu atteindre facilement Moumié. C'est dans ce sens qu'il dit. Ça dit que quand vous savez qu'on est un ennemi de ce genre-là, faites attention. Et après, sa tombe aurait été profanée. Voilà, oui, on l'a enterré. Il aurait disparu. Voilà. Dès qu'il meurt, il est transféré en Guinée. Il est enterré dans un cimetière. Et en 2006, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 2006, le tombeau a été vidé.
On a enlevé les eaux, rien, tout. On ne sait pas, les inconnus, ils sont venus enlever tout. Donc, même mort, on continue, on a continué à le combattre. Donc, vous comprenez ce qu'on appelle en politique la symbolique. C'est pas pour rien qu'on vient faire ça. On ne veut pas donner le pèlerinage. On ne veut pas que les gens viennent se recueillir. Parce que tant qu'on sait qu'il est là, même si ce sont ses eaux, les gens viendront. Hein? Voilà, il faut enlever. Donc, la guerre, en politique, la guerre n'est pas seulement sur le plan politique et militaire. Quand on finit sur ces deux plans-là, on entame maintenant la guerre sur le plan symbolique. On enlève le mot, vous n'avez pas de monument, vous n'avez pas de nom de rue, on vous écarte partout. Et je tiens à préciser que ce qu'on fait aux nationalistes là, dans la mémoire collective, c'est-à-dire qu'on les évacue, on ne parle pas d'eux, tout ça là. Bon, c'est de bonne guerre, je peux dire. Parce que si c'était l'UPC qui avait gagné, en 1960, ils avaient pris le pouvoir. Vous croyez qu'on aurait bien parlé des Aïdjo, des Mida? Jamais. Ils auraient... Je me souviens même que Moumié disait à ses partisans que, j'ai eu ça quelque part, que lorsqu'ils vont gagner, ils vont arrêter Amadou Aïdjo, le mettre en prison. Il dit, tu as vu comment on construit le pays? Tu as vu, j'ai eu ça quelque part. Donc c'est la guerre. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que c'est un peu normal si on les enseigne pas à l'école. Normal ne veut pas dire que c'est bien ce qu'on fait. Oui. Veut dire que dans cette posture-là, c'est comme ça qu'on fait généralement. C'est pas seulement au Cameroun. Il y a dans tous les pays du monde, quand quelqu'un prend le pouvoir, il combat ses ennemis. Tous ceux qui l'ont combattu, il les enlève. Donc c'est ça. Merci infiniment, Dr Seyou. Oui, c'est moi. Je retiens de notre échange une chose que vous avez dite, si vous voulez être un bon leader, considérez que vous êtes déjà mort. Ouais. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV.